Pour ce léger retard, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur la 102.7 FM au plateau de votre émission Grand Jury pour vivre l'actualité avec nos invités. Ils sont trois ce matin. Abbas Issaka du journal Le Magnan, Libéré Tchaniao Arim, El Hadj Tchaniao Arim Yao, excusez-moi, du journal Nouvelle Opinion, et Justin Anani qui est avec nous. Ça fait trois invités. Moi, appelez-moi tout simplement Rodrigue Aego. Malix Magloire est derrière la baie vitrée pour la mise en onde de KNTB. Émilie derrière la caméra pour Togo Vision et les autres équipes des médias partenaires. Radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Anejo et ebenradio.com sur le web. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, où que vous soyez, au Togo, au Bénin, au Ghana, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Angleterre. Partout où que vous soyez, Togolaises, Togolais, bonjour et bienvenue. Nous allons ce matin aborder le sujet relatif à l'actualité et ça concerne premièrement la synergie des travailleurs du Togo qui est en congrès constitutif tout à l'heure même au siège du SYNFOT, syndicat des praticiens hospitaliers du Togo. Cette synergie est en passe de devenir une centrale syndicale pour mieux mener la lutte syndicale, disent-ils. Et nous allons également parler de cet homme que nous avons perdu un 5 février 2005, il y a 10 ans de cela. Je veux parler du feu général président Gnassingbé Eya Deman. Quel souvenir on garde encore de cet homme? Nous allons en parler avec nos invités. Nous allons aller dans les coulisses de l'opposition togolaise pour parler des embrouilles au sein de cette classe politique. Qu'est-ce qui se passe réellement entre l'opposition togolaise? C'est à voir tout à l'heure avec nos invités. Et si le temps le permet, nous allons aborder l'élection présidentielle, enjeux et défis. Voilà donc les sujets autour desquels se focalisent nos échanges ce matin. Et pour vous, auditeurs, participer à cette émission, c'est possible depuis le début de l'année 2015 via deux numéros, 91 05 80 80, 97 26 25, et tant pour moi, 97 25 86 86 97 25 86 86, sans oublier la page Facebook de l'émission Grand Jury. Bienvenue donc à vous toutes et à vous tous. Sans plus tarder, Abbas Issaka, bonjour. Bonjour Rodrigue, bonjour auditeurs de la 102.7. El Hadj Tchaniao Arim Yao, bonjour. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Et Justin Anani, bonjour. Cher confrère, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et je reste avec vous pour commencer avec la synergie des travailleurs du Togo qui, après 2 ans, a décidé de devenir centrale syndicale. Les travaux ont démarré sous le coup de 8h30 au siège du SYNFOT et se poursuivent en présence du ministre du Travail, John Kouma Siabi. Oui, je pense que cette démarche de la STT s'inscrit dans la logique normale des choses. Vous venez de le dire, ça fait pratiquement 2 ans que la STT mène ses activités sur l'ensemble du territoire national. Mais vous n'êtes pas aussi sans savoir que la STT n'est pas une centrale syndicale. La STT est née, et c'est pas la force des choses. Donc, je pense que c'est dans cette logique-là que les premiers responsables et la base d'ailleurs a décidé que, vu les enjeux et de l'heure, et par rapport à la dimension également, à l'audience de la STT vis-à-vis des revendications d'ordre salarial et syndical, il va de soi que la STT soit transformée à une centrale syndicale. Et ceci dit également que lorsque la STT évolue dans la bannière ou sous la bannière qu'on lui connaissait depuis, et la STT n'aura pas énormément de poids vis-à-vis de certain nombre de pesanteurs. Et c'est dans cette logique-là que la base a pensé, et ceux-là aujourd'hui également qui sont tellement concernés par les revendications et qui estiment que la STT est l'organisation syndicale qui est la mieux organisée, la mieux structurée autant pour moi aujourd'hui, et qui prend le devant des revendications des travailleurs, qui est une bonne chose d'ailleurs. Il va falloir que la synergie des travailleurs du Togo soit transformée à une centrale syndicale comme ça. Il aura plus de poids vis-à-vis des décideurs, des autorités. Également sur la base de la représentation continentale, la STT a maintenant le vent pour aller discuter au nom des travailleurs du Togo et qui, à mon sens aujourd'hui, constitue une base, une organisation crédible vis-à-vis de tout ce que nous avons eu à connaître de par le passé, où des gens se sont accoquillés avec le pouvoir à transformer, à défendre ne serait-ce que leurs intérêts et à bannir les intérêts des travailleurs qui ne font que travailler tous les jours et apporter la contribution pour le développement du Togo. Le renouveau de la lutte syndicale, c'est un peu autour de ce thème que les travailleurs se retrouvent ce matin, Abbas.
la STT qui devient centrale syndicale, forcément a des attentes majeures. Oui, il faut savoir faire l'historique de comment la STT est née, la synergie des travailleurs du Togo. C'est de la déception qu'ils ont eu des autres centrales syndicales qui représentaient les travailleurs de la fonction publique, les agents de l'État. Lorsqu'on a voté le budget général et que les problèmes ont surgi, il a fallu... Il y avait les centrales syndicales comme la CNTT, la CSTT et les autres sites et autres qui représentaient les travailleurs, qui défendaient les droits des travailleurs. Mais ceux qui ont créé maintenant la synergie ont compris que leurs droits n'étaient pas bien défendus parce que les gens défendaient plus leurs poches que les intérêts communs. Et on les prenait comme des gens qui sont déjà inféodés au pouvoir. Donc, du moment où ça se passe ainsi, il y a des gens qui sont sortis, surtout les enseignants, au niveau des enseignants, au niveau de la santé, qui sont sortis pour dire, bon, nous allons nous réorganiser pour défendre nos droits. Et ceci, on doit consulter la base pour toutes choses. Mais depuis quand ça a été créé, il y avait un problème de reconnaissance. On ne voulait même pas reconnaître la STT parce que, alors qu'il y avait beaucoup de travailleurs derrière ces gens-là, et on ne voulait pas les reconnaître parce qu'on ne les considérait pas comme une centrale syndicale, ou bien ce n'était même pas un syndicat. C'est une synergie des travailleurs dessus qui sont venus se retrouver et défendre leurs droits. Donc il faudrait qu'ils officialisent ça. Mais le problème demeurait, si au dernier moment, dans les derniers moments, on a commencé par les recevoir, c'est parce qu'ils ont une grande base. Et ils ont résisté également. Ils ont une grande base derrière eux. Et quand ils lancent une grève, c'est que ça marche. Et ça donne quelque chose. Et finalement, on a commencé par les prendre au sérieux et à négocier, discuter avec eux. Donc, maintenant qu'ils veulent se conformer et officialiser leur retour, puisque depuis là, la synergie n'a jamais fait de congrès en tant que tel, c'est des assemblées générales pour dire la base, voilà ce que... Pour informer la base, prendre des décisions. Voilà. Maintenant, tel que ça est avec le congrès, on va voir réellement l'ensemble des travailleurs qui veulent se retrouver au sein de la centrale syndicale de la STT, se retrouver là et respecter les mots d'ordre qui vont être émanés de là. Donc c'est un grand enjeu qui les attend et ça devient maintenant une concurrence parce que déjà ils sont... Bientôt les élections au niveau des centrales syndicales. Et c'est par rapport, c'est l'objectif premier même de cette synergie qui décide de prendre les choses en main. De prendre les choses parce que si ils ne sont pas constitués en centrale syndicale, lorsque ces élections-là vont arriver, ils vont pas pouvoir participer. Ils ne vont pas pouvoir participer parce qu'ils ne sont pas organisés en syndicat ou en centrale syndicale comme ça. Donc, avec ceci-là, ils pourront participer aux élections et peut-être qu'ils vont mieux défendre l'intérêt de leurs travailleurs. Voilà, El Hadjaniao Arimiao, aujourd'hui, on va assister peut-être à une nouvelle force face au gouvernement quant à ce qui concerne les revendications ou, on va dire, une autre façon de faire le syndicalisme au Togo. Non, bon, je dirais plutôt que c'est une force qui veut se fortifier davantage parce que de tout ce que nous avons connu comme syndicat ou centrale au Togo, et Magna tout à l'heure a relevé qu'il faut aller à la genèse ou à l'historique, vous n'êtes pas sans savoir que depuis, des gens ont déçu. Quand les gens prennent le devant pour défendre les intérêts des travailleurs, ils ont toujours déçu. Vous savez comment, à la fin, la nuit, on retrouve les gens en catimini et puis si c'est une grève qui est lancée, on la désamorce. Ou si c'est des discussions vraiment sérieuses de haut niveau qui s'engagent, au niveau où on engage les décisions et que les gens attendent que de bonnes choses sortent, les gens qui sont au devant des centrales là, ou des syndicats là, déçoivent. Et on ne rend pas souvent compte à la base. Les gens prennent des décisions comme si la chose était leur propriété ou que ce ne se limitait qu'à eux seuls. Aujourd'hui, moi je crois que ce qui se passe avec la STT est normal. Ça fait partie du plan de tout être humain. L'ambition, il faut quand vous naissez, vous essayez, vous grandissez. La STT veut grandir. Et c'est un syndicat qui a beaucoup plus inspiré confiance aux Togolais. Elle a eu des records. Nous n'allons pas ici faire l'apologie ou pour citer tout ce que la centrale a fait, mais tout simplement on retient qu'elle a été tenace et elle a acquis aujourd'hui la confiance de beaucoup de travailleurs. Tous presque se reconnaissent en elle et c'est de bonne guerre qu'elle aille aujourd'hui se transformer en centrale pour que
lorsque les élections vont se pointer, qu'elle puisse prendre quand même le devant des choses pour défendre dignement les intérêts des travailleurs togolais, comme elle l'a toujours fait. Donc je souhaite que déjà ce qui se passe aujourd'hui, que les choses puissent bien aboutir et que la centrale, celle en laquelle beaucoup de gens voudraient même ou souhaitent se reconnaître, puisse quand même voir le jour et le moment venu, qu'elle puisse vraiment aider les travailleurs togolais. Voilà, aider les travailleurs togolais à avoir de meilleures conditions de vie et de travail. Avant d'aller un peu plus loin, un message, une chose est de devenir une synergie, mais l'autre est d'avoir des personnes difficilement corruptibles. C'est ça le défaut du Togolais, la recherche d'intérêt personnel. Et ça, c'est un auditeur qui l'écrit. Ce sera peut-être sans commentaire, mais Justin Anani, toujours dans le cadre de ces assises de ce matin au niveau du Symphode par rapport au congrès constitutif de la Synergie des travailleurs du Togo, on va dire quand même que le parcours a été très difficile et parfois sanglant. Oui, il faut quand même le dire, parce que la synergie des travailleurs du Togo, les uns et les autres l'ont dit tout à l'heure, la jeunesse, tout le monde le connaît avec tout ce que nous avons eu à connaître dans ce pays, les mouvements de grève, notamment dans la zone septentrionale du pays à Dapaon, où 2 élèves ont laissé leur vie, et uniquement pour que les travailleurs soient quand même satisfaits dans leurs revendications. Je pense que la synergie a fait un travail de titan, de fond, de dure réalité sur le terrain. Et qu'aujourd'hui, le constat est là. C'est une organisation qui inspire confiance à plus d'un. Et qu'au même moment, il y a un autre besoin, peut-être que j'ai ignoré tout à l'heure de relever, c'est le fait qu'il y a encore d'autres syndicats qui voudraient s'inscrire, qui voudraient adhérer au sein de la synergie. Alors que la synergie n'est pas une centrale, ça va devenir encore difficile. Vous prenez par exemple... On les a vus très nombreux ce matin quand même, ils ont signé de leur présence ces assises. Ah oui, il faut quand même relever. Que vous prenez par exemple le secteur donc, où travaillent nos frères et sœurs dans la zone franche, la zone franche. Et ça fait pratiquement 8 jours aujourd'hui où une de nos compatriotes aussi a laissé sa vie. Elle est morte au niveau de la société Nina là-bas pour n'avoir pas subi des soins appropriés. Et que celle-ci, non seulement elle est malade, mais elle est aussi enceinte. De 3 mois. Voilà, donc avec des conditions de travail où les gens sont debout pendant plus de 8 heures de temps, le paiement, même le salaire. Dans la chaleur. Dans la chaleur aussi. Bon, il n'y a pas d'aération pratiquement dans ces usines-là. Donc ça démontre à suffisance qu'il y a eu quand même péril à la demeure et qu'il faut quand même évoluer au plus pressé, si vous me permettez le terme, pour que réellement les travailleurs puissent retrouver leurs droits, leur potentialité et accompagner un pays. Et vivre de leur travail. Tout à fait, c'est ce qui est fondamental. Voilà, Elhadj veut ajouter quelque chose? Non, ce que je voudrais ajouter, c'est par rapport à ce que vous avez reçu tout à l'heure comme message. Je voudrais dire que chaque être humain... Par rapport à la corruption? À la corruption, chaque être humain ça n'en manque pas, doit savoir vraiment ce qu'il veut et ce qu'il fait. Moi, je crois que chaque être humain doit pouvoir appliquer la théorie du DB. Je voudrais dire que chaque être humain doit savoir être bon dedans et bon dehors. Et donc, quand vous avez ça... La théorie des 2B. Ouais, c'est-à-dire, j'ai dit BD. Bon dedans, bon dehors. Voilà, et quand vous avez ça, et que vous-même, ce que vous pensez, ce que votre bouche dit, et ce que vous appliquez, vous êtes en harmonie, ça veut dire que vous êtes un être accompli. Lorsqu'on parle de la corruption, la loi punit aussi bien le corrupteur que le corrompu. Maintenant, tous ces gens-là qui ont eu à diriger les syndicats, les gens pensent, la population notamment, pense que c'est parce qu'il y a un corrupteur que les autres doivent accepter d'être corrompus. Non. Moi, je crois que Mme Lawson, avec sa synergie, a été tenace. Tous les Togolais l'ont vu. Moi, je ne suis pas dans les couloirs sombres pour savoir ce qu'on aurait dû lui proposer. Vous rapporter un peu à votre moulin dans son discours tout à l'heure. Elle a mentionné ce qu'elle appelait harcèlement, intimidation, donc, je crois menace. Chacun doit pouvoir le lever au niveau où j'ai dit. Donc ça veut dire que c'est une dame qui sait que nous avons ça, nous avons tel plan, nous avons tel objectif. Et c'est ça qui crée la confiance. Si la population pense que les gens étaient toujours corrompus, je ramène le fait en politique. On a vu des politiciens togolais qui sont de l'opposition, qui ont été corrompus. Mais ils sont aussi coupables que ceux qui les ont corrompus. Tout à fait. Et donc, dans tous les domaines, chacun doit avoir tenu le cap de ce qu'il fait. Parce qu'il y a des gens ici aujourd'hui qui créent des partis, des gens qui créent des associations, des gens qui menacent
qui secouent on va y arriver tout à l'heure quand on sera au niveau de l'embrouille au sein de l'opposition. Qu'on les rapproche pour les corrompre ou pour les racheter. Demain, vous les voyez, ils changent de veste. Je crois que ces gens-là, ils n'ont pas de dignité. Pas de crédibilité. Et donc, c'est ça qu'il faut combattre dans ce pays. Et lorsque nous aurons fini de combattre ça, vous verrez que le pays marchera sur des roulettes. Donc, voilà pourquoi moi j'interviens pour dire que celui-là, il ne faut pas qu'il pense qu'il y a des gens qui corrompent, mais il faut qu'il pense aussi à ceux-là qui acceptent d'être corrompus. Voilà, encore quelques messages avant d'aborder le second sujet. Lié à, on va, salut Rodrigue et à tes invités. STT en syndicat, c'est une très bonne nouvelle. C'est maintenant que les gouvernants, surtout le Premier ministre, qui a déclenché un bras de fer avec les travailleurs par cette déclaration au CHR de Lomé. Et puis un autre message, bonjour, il faut que la CSTT réponde au PM selon sa rencontre avec les médecins. S'il vous plaît, c'est quoi il a écrit? Ouais, je passe un autre message. Vous ne trouvez pas que le gouvernement se moque des fonctionnaires? Faut-il faire une décennie avant d'augmenter les salaires et de rehausser le SMIC? Savez-vous qu'il faudra faire un prêt à la banque d'abord avant de trouver une pièce à louer à Lomé? Que le gouvernement ait pitié des travailleurs. Et c'est Ouvi Komi qui écrit ce message. Une dernière intervention autour de ce sujet avec Abbas Issa. Ouais, je voulais dire que c'est par rapport à la méthode de travail de la synergie qui fait que la synergie a aujourd'hui une grande importance aux yeux des travailleurs. Parce que quand vous prenez la synergie, sa méthode c'est comment? C'est-à-dire, elle part de la base. Lorsque l'autorité lui dit quelque chose, elle va négocier avec l'autorité, elle revient, c'est la base qui décide. Elle ne décide pas d'elle-même. Comme ça se faisait auparavant. Auparavant, c'est une seule personne qui vient, décide. Elle va là-bas, on lui donne quelques billets de banque et à la même heure, dans la soirée, on lui a communiqué que la grève ne tient plus. Mais cette fois-ci, lorsque on a voulu, même on a mis en place les 900 000 camps que le gouvernement a débloqué récemment. À la veille d'une grève, mais la grève a continué parce que la base n'a pas encore été consultée. Quand la base a été consultée, non, nous continuons, on ne peut pas lever la grève de telle manière parce que les choses sont déjà parties. Et puis la pression que la STT met sur le pouvoir, c'est ça aussi qui fait... Aujourd'hui, avec la STT, les gens, les 20 000, 30 000 qui sont là, puisque avant, il n'y avait pas ça. Et puis ils ont dit que c'est sous l'oppression et que l'oppresseur même en a bénéficié aussi. Bénéficié aussi. Donc ceux-là qui ne veulent pas, ils en bénéficient parce que la STT a mis la pression et aujourd'hui tout le monde en bénéficie. Et ce qui reste, que la STT est en train de revendiquer, je pense que ça va bénéficier à tous les travailleurs et que le travail togolais n'est pas trop compliqué parce qu'il suffit qu'il trouve seulement à manger. Il trouve au moins à satisfaire à ses besoins. Le minimum vital qu'il est. Donc le travail n'est pas compliqué. Donc je pense que c'est une compréhension et que l'État, maintenant, s'il y a ces genres de choses, négociations, il ne faut pas que l'État attende à la dernière minute. À minuit, on fait sortir un communiqué pour dire qu'on vous a fait ceci, donc arrêtez la grève, alors que les choses sont déjà parties. Non, vous permettez, tout à l'heure, mon confrère Abbas a fait quand même, a parlé d'une historique là qui m'a réveillé un tout petit peu par rapport le fonctionnement des centrales syndicales dans ce pays. Et vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui étaient dans les années 90, qui ont travaillé, qui ont bataillé dur, ils sont ceux-là qui ont tenu vis-à-vis de toutes les promesses et qui leur étaient quand même faites à l'époque et ont soutenu tout mouvement, même si c'est d'autres politiques, et qui ont amené à un moment donné peut-être à arriver à la conférence nationale, souvenez tout ce qu'on a connu avec la grève générale. C'est-à-dire on les a retrouvés inféodés. Voilà. Maintenant, juste après le lancement de la fameuse grève générale illimitée le 16 novembre 1992, et puis rapidement, on a vu naître deux syndicats, UGSL est là, avec la manière dont les choses ont évolué. Et tous ceux-là qui ont mené la vie du côté de ces syndicats-là sont des gens qui pratiquement sont dans le camp du pouvoir, qui militent point par point pour pouvoir donner, qui est en place. Ça fait que dans ce méli-mélo, le syndicalisme ne peut plus aller dans le bon sens, qui en réalité doit amener... Il y a des décisions qui prennent à contre-pied. Tout à fait, puisque le gars dit il est syndicaliste alors qu'en réalité il n'est pas syndicaliste, il est militant. Beaucoup sont passés par là. Aujourd'hui, on les retrouve, ils sont des ministres. On les retrouve aujourd'hui encore à la tête des institutions. Je vais parler de la HAC.
M. Kokou Tozono a été le secrétaire général de la SGL. Ça, c'est dans le parcours de l'homme. Voilà, c'est le parcours de l'homme. Un syndicaliste qui a passé par des moyens et puis par après, bon, ok, on lui a fait confiance et il a échelonné les grâces de ministre et tout. Aujourd'hui, il est ministre. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que c'est comme ça les gens ont évolué et que d'un seul coup, ils n'ont plus de crédit vis-à-vis de ceux-là qui sont des travailleurs. Donc, si aujourd'hui la synergie pense transformer ces efforts-là pour devenir peut-être une centrale, rassurer les uns les autres, je pense que c'est une très bonne chose. On ne peut que leur souhaiter bon vent. Bon vent. Avant de parler du feu général président Gnassingbé Eyadema, encore deux messages. Bonjour plateau de KNTB, moi j'aimerais savoir comment est-ce que les employés de la zone franche peuvent réclamer leurs droits. Ils doivent lutter aussi, sinon on finira par demeurer dans l'esclavagisme occidental. Bonne suite d'émission. En tout cas, je ne sais pas de quoi il s'agit. Que les dirigeants de la STT inculquent cette détermination à nos cupides politiques. En tout cas, ça c'est un auditeur qui l'écrit, un autre qui écrit: le PM croyait diviser les travailleurs comme ils le font avec les opposants en disant aux agents que leurs supérieurs ne revendiquaient à leur faveur, mais plutôt ils viennent de renforcer la STT, écrit l'auditeur. Un autre message: bonjour, on ne peut que souhaiter bienvenue à ce syndicat et qu'il garde la même allure pour l'intérêt des travailleurs. Et c'est Dim qui envoie un dernier message maintenant. Salut, on a appris qu'ils vont porter plainte contre les responsables de STT s'ils osent arrêter un d'entre eux. Ils nous verront sur leur route. En tout cas, ça c'est pour les auditeurs. Nous allons à présent parler de cet homme qui a marqué la vie, qui a incarné la vie politique du Togo pendant 38 années. Il s'agit du feu général président Gnassingbé Eyadema. Un souvenir, un rappel. Oui, effectivement, Gnassingbé Eyadema a été un homme, un politique, celui-là qui a incarné la vie. Un homme d'armes. Un homme d'armes. Il a commencé par le métier. Un chasseur. Un chasseur, métier d'armes. Et il allait combattre aux côtés des Français en Algérie. Ils sont revenus ici pour reprendre le truc. Et comme le feu Sylvanus Olympio ne voulait pas l'armée, puisque lui, il avait plutôt un côté penchant pour le renforcement économique et le développement. C'est-à-dire la gendarmerie, la police, comme le système français avant. Donc, le général Eyadema, ils sont revenus avec ses collègues. Ils voulaient intégrer l'armée togolaise. Donc, le problème, lui-même, quand il vous raconte cette histoire, c'est un peu chose. Nous étions, entre-temps, chez lui, lorsqu'on était étudiant, on était allé chez lui à Pia. Et il nous a raconté, il dit, ce sont ces mots, comment j'ai marché sur Lomé. Ils ont pris un train pour arriver ici, ils ont pris un préhabilitage, ils sont arrivés à Lomé ici pour, il dit comment nous avons marché sur Lomé. Donc comme ça, et c'est comme ça l'évolution de Gnassingbé Eyadema. C'est entre ça, c'est Etienne Eyadema. Donc on a commencé avec le coup d'État de 1963, où il a remis le pouvoir à un civil au nom de Kruniski. Et il y avait des problèmes entre Kruniski et son premier ministre Mayati. Et à son set, il le reprend pour le mettre à Dadjo Kleber Dadjo pour diriger. Et le 14 avril 1967, il dit que non, ça suffit, je reprends les rênes de mon pouvoir. Et depuis ce 14 avril 1967, le général Eyadema a suspendu tout ce qui est comme parti politique et autres existants et a instauré le parti unique en allant par les mieux pour faire ce qu'on appelle le projet national qui rassemble avec la création du RPT, Rassemblement du peuple togolais, qui a régenté le Togo depuis 1967. La paix de Palimé. La paix de Palimé, oui, c'est le projet national de 1967 jusqu'à la mort d'Eyadema. Mais en temps, c'est en 90 qu'avec le vent de l'Est, ou le discours de la boule de François Mitterrand, qui a fait que les choses ont commencé par basculer, parce que dans les années 80, c'était le boom économique, après l'attentat de Sarakawa, où on a nationalisé la CTMB. Donc il y avait un boom économique au Togo, et tout se passait bien avec la gestion du pays, comme avec des mains de fer.
vous ne pouvez pas discuter. Et c'est en 90, il y a ce vent de l'Est qui est venu balayer tout ce qu'on appelle la dictature, et avec la conférence nationale souveraine et autres, il a repris. Dans tous les cas, l'histoire de Yadema, ça peut s'écrire longuement et ça ne finira pas parce que c'est trop. Il a bien régné ce pays et aujourd'hui, quoi qu'on dise, il manque à beaucoup de gens. Gnassingbé Yadema manque à beaucoup de gens, bien qu'il ait dirigé le pays des mains de fer. Aujourd'hui, mais il y a certains même qui disent que Yadema n'est pas encore bon parce qu'ils ne peuvent pas croire que Yadema, qui a dit qu'il ne tombe jamais malade, et qui est là, on dit que Yadema, on ne se sent pas. Donc Yadema a bien marqué l'histoire du Togo, ça c'est incontestable, il l'a marqué. De ces 38 ans de vie, de ces 38 ans de règne, de pouvoir sans partage, vous allez voir que lorsqu'on a voulu le retirer en 90 à la sortie de la conférence nationale, où on lui a retiré tous les pouvoirs pour le mettre au Premier ministre Kofi Gou, et il est devenu lui-même arroseur de chrysanthème. 3 mois après, il a repris le pouvoir parce que on ne conçoit pas que celui-là qui gère le pays, qui dirige le pays, soit réduit de tout, on lui enlève tout dépouillé de tout pouvoir. On lui dépouille de tout ce pouvoir et pour le mettre à un civil. Alors que le Togo est un pays géré par l'armée. Et quand vous voyez, il a fait de telle sorte que... C'est par rapport à l'histoire. À l'histoire, oui. Même jusqu'à ce jour où nous sommes, c'est que... Vous estimez que c'est toujours géré par l'armée? Quand vous voyez le protocole du Togo, le protocole, lorsque le chef de l'État revient d'un voyage à l'aéroport, ou bien lorsqu'il doit y sortir, c'est comme ça, c'est les officiers supérieurs de l'armée d'abord qui saluent avant d'arriver au niveau des ministres et des membres du gouvernement et autres. Ce qui veut dire que le protocole commence toujours ici par l'armée. Ça, c'est depuis que le général Yadema était là que ça a été institué ainsi. Très bien, vous avez assez compris, on va observer une courte pause avant de revenir autour de ce plateau poursuivi. Au plateau de votre émission, toujours avec nos 3 invités, Justin Anani, Abbas Issaka et El Hadj Chaniao Arimiao. Avant de donner la parole à El Hadj, lecture de quelques messages des auditeurs. Pourquoi le corps du feu Yadema après sa mort n'a-t-il pas été exposé afin que les Togolais puissent lui rendre un dernier hommage comme on l'a fait à Mandela? Et ça, c'est un auditeur qui envoie ce message. Et Yadema, est-ce vrai que c'est lui qui a tué Olympio? Que la France nous dise la vérité pour apaiser nos cœurs. Cette histoire divise les Togolais, paix à son âme. Voilà donc ce que les auditeurs ont écrit. El Hadj Chaniao Arimiao, à vous. Avant de parler de Yadema, je voudrais revenir sur l'auditeur qui a dit que la France ou que les Français essayent de dire la vérité par rapport à la mort de Sylvanus. Mais je crois qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin de revenir à ce passé, puisque le fils aîné de Sylvanus est tout le temps avec Faure Gnassingbé, qui est le fils de Feu Yadema. Je crois que la paix a commencé par là, l'entente a commencé par là, que les gens ne viennent plus remuer le couteau là où ça va faire mal. Paix historique. On a déjà conclu la paix historique. Faure Gnassingbé, qui est le fils de Feu Yadema, a déjà demandé que les dépouilles de Sylvanus soient ramenées. Et les gens sont dans les tractations. Vous voyez maintenant comment on fête le 27 avril. Vous avez vu qu'on a apaisé le pays en annulant carrément certaines fêtes qui divisaient les Togolais. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, qu'on dise aussi qu'on n'a pas exposé la dépouille de Feu Gnassingbé Yadema pour que les gens viennent lui faire... Comme on l'a fait à Mandela. Comme on l'a fait à Mandela. Je crois que ça, c'est propre à l'Afrique. Heureusement que l'auditeur n'a pas cité beaucoup de cas de présidents qui sont morts où les gens sont allés voir le corps. Et donc, c'est un cas isolé, le cas de Mandela. Mandela, face à Yadema, Mandela est beaucoup plus un homme mondial. Et Yadema n'est pas un moindre, mais Mandela est au-dessus dans le classement. Mandela est au-dessus de Yadema. Une légende africaine. Une légende mondiale, pas africaine seulement. Vous avez vu tous ceux qui étaient venus aux obsèques de Mandela. Pratiquement tous les chefs d'État. Donc c'est le monde entier qui se réclame de se retrouver dans Mandela. Et donc on ne peut pas priver au monde entier de venir voir un homme mondial. Et de la même façon, chaque pays a sa tradition, chaque contrée de l'Afrique a sa tradition.
Et je crois que c'est peut-être lié. Vous savez que Yadema, nous sommes déjà rentrés dans sa personne. C'est un homme qui aimait beaucoup la tradition. C'est lui qui a institué le retour à la tradition au niveau de tous les Togolais. Et Yadema était Étienne et Yadema. Et il est devenu Nyasingbe et Yadema. Et tous les Togolais étaient devenus aussi des gens proches de leur tradition. Où des musulmans prenaient tout simplement des noms traditionnels. Les chrétiens bannissaient leur nom. Donc c'est pour dire que quelqu'un comme ça, et qui est très proche de la tradition, ne pouvait pas autoriser quand même qu'on mette sa dépouille en marge de la tradition de chez lui. Donc c'est en respect de cette tradition que je crois, puisque je ne suis pas dans les secrets d'Anyasingbe, qu'on n'a pas pu exposer le corps de Yadema. Mais au même moment, je dirais que pour avoir pendant longtemps, pendant plusieurs années approché Feu Yadema, je crois que quand l'occasion comme celle-ci m'est donnée pour parler de lui, je me vois très minime. Parce que Yadema, quoi qu'on dise, quoi que les gens commentent, c'est un grand homme. C'est un homme dimensionnel. C'est un homme qui se connaissait et qui démontrait qu'il a des qualités pour se jeter dans toutes les eaux, dans toutes les mares. Vous savez, quand je dis que c'est un grand patriote, c'est qu'il faut approcher Yadema pour voir combien de fois il aime le Togo et les Togolais. Malgré les divisions, les problèmes que le Togo a connus, je crois que quand vous approchez Yadema, vous savez que quand quelque chose concerne le Togo, Yadema est prêt. Il sait utiliser les moyens, parfois de la maligne. Il sait d'abord d'ailleurs utiliser de ses vis-à-vis pour aboutir à ce qu'il veut pour le Togo. Souvenez-vous que le Togo était devenu même le centre de toutes les grandes rencontres africaines. Il y avait eu cette époque où on ne faisait rien sans que ce soit au Togo. Ça faisait partie de la force de Yadema qui savait jauger et jouer sa diplomatie. Je voudrais dire également que Yadema, c'est quelqu'un qui était respectueux des textes des lois. Malgré que les gens pensent qu'on a, en 2002, retouché la Constitution pour lui donner la faveur, et Yadema respecte les textes. Parce que quand il a pris le pouvoir, le Togo n'avait pas une Constitution. Un jour, il nous a causé que lui, il a fait venir Nachaba. Jeune étudiant sorti de Poitiers, il lui a demandé d'aller et que la mission première qu'il lui confie, c'était de donner une constitution au Togo. Parce qu'il avait honte, lui, président Yadema, de voir qu'il a un pays qui n'a pas une constitution. Et je crois que si vous approchez Nachaba, vous lui demandez, il y a Mivedor qui est décédé. C'était la première tâche que Yadema avait confiée au Nachaba, au Mivedor, et tous, avec les clos, ils ont abouti à une constitution. Donc, c'est un légaliste. Au-delà de ça, Yadema, on ne peut pas finir de parler de lui sur ce plateau. C'est un homme qui est fidèle dans l'amitié. Un homme qui aime ses vis-à-vis. Un homme de pardon. Parce que nous le disons, les gens loin de nous vont dire « Ah, Yadema, c'est un sanguinaire. » Le pardon, si vous permettez, pardon, on l'a vu parce qu'il a eu à pardonner à ceux qui ont à un moment osé attenter à sa vie. Je veux parler dans les détails. Quand je dis qu'il est fidèle à l'amitié, vous connaissez tous les présidents qui ont été amis à Yadema. Quand ils ont des problèmes chez eux, il vient, il les reçoit. Ce qui fait que les gens prenaient le Togo pour le pays, le seul pays en Afrique qui était le pays hospitalier. C'est grâce à Yadema. Parce que quand quelqu'un a des difficultés, il vient et Yadema lui ouvre ses portes. Et il savait voler aussi au secours de ses amis quand ils sont en difficulté. Souvenez-vous du Tchad, souvenez-vous du Congo avec Mobutu, son ami. Sierra Leone également. De la Sierra Leone. Et Yadema, au Libéria, un peu partout. Les gens trouveront des pages obscures pour ouvrir par rapport à ce que je dis. Mais je dis qu'au-delà de tout, ça veut dire qu'il y a des pages Yadema est un homme humble. Quand je dis qu'il est humble, vous l'approchez, il vous fait des trucs, vous allez être surpris. Et Yadema va poser des actes, vous allez vous dire, mais alors, c'est ça? Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle la plupart des opposants ne voulaient pas l'approcher. Parce que les gens le prenaient pour un dinosaure, un homme mauvais. Alors que les gens savent que quand ils l'approchent, ils ont toujours été surpris. Donc, mieux, quand on leur dit, allez discuter à l'OME 2, d'autres disent, non, nous n'irons pas. Parce qu'ils savent que quand vous venez, et Yadema vous blague. Quand vous dites, monsieur le ministre, monsieur le président, comment vous allez? Il leur faisait de la blague. Et ça cassait l'ardeur de beaucoup de gens. Quand ils sortent, ils disent, souvent les étrangers, quand ils viennent, ils sortent, ils disent, mais ce n'est pas l'homme qu'on nous a présenté. On nous avait dit qu'il est tant. Et quand je dis que Yadema était exceptionnel, je n'ai pas travaillé à son cabinet.
Mais nous avons côtoyé des gens qui étaient au fond de son cabinet et qui savaient qui il est. Il a été rapporté, on nous a rapporté que Yadema était l'homme qui pouvait, pour une petite blague, la chose que vous prenez minime, qui concerne le travail, il vous donne mise à pied de 6 mois. Et il le fait appliquer. Mais au même moment, on a quand même vu nommer des gens ministres le matin et le soir. Au même moment, il vous rappelle, parce qu'il a le cœur, il sent que vous devez être en train de s'ouvrir, il vous appelle de temps en temps pour vous donner de l'argent, que ça c'est pour la famille. Et là, c'est exceptionnel. Et il y a des mains, il semble qu'avec lui, il n'y a pas de dossier en instance. Il vaut mieux, il le dit, des gens nous ont rapporté, ceux qui ont travaillé proche de lui, qu'il dit, il vaut mieux faire le travail, qu'il soit mal fait, qu'on le corrige, que de dire qu'on ne l'a jamais démarré, qu'il y a un dossier qui est en instance. Non. Au temps de Yadema, tous les dossiers se liquidaient, ce qui faisait que vous voyez que des choses ne traînaient pas. Et donc, quand je dis qu'il est perspicace et clairvoyant, tous les éloges, tout ce que les gens disaient de Yadema dans les motions que les gens lisaient, je n'en lisais pas trop. Mais je crois que ça, quand vous suivez ça, c'est vrai. Parce que par rapport, par exemple, aux grèves, tout ce que nous vivons, Yadema savait dire à ceux qui sont au devant, s'il vous plaît, venez, on va discuter. Et directement, tu vois que le soir, on prenait des décisions. Et que les choses passaient. Voilà. Donc, je voulais dire aussi que c'était un homme magnanime. Un homme exceptionnel parce que Yadema était capable de donner le dernier de ses plats et de rester affamé. Il y a des gens qui ont eu des problèmes, qui n'étaient pas des hommes moindres, qui ont fui leur pays pour venir, qui avaient peut-être volé, qui avaient des trucs. Yadema leur donnait de l'argent, de vivre avec. Et donc, c'est un homme qui ne mangeait jamais seul. Et qui ne faisait pas non plus ses audiences seul. Les audiences de Yadema, il les faisait toujours devant témoins. Donc, quand il veut manger, il n'y a personne. Il essaie de racoler ce qu'il a. Même les petits qui allaient là-bas pour lui chanter l'émotion, quand il n'a plus personne de ses collaborateurs pour manger avec lui, il leur dit même, venez, servez les jeunes, et il profite pour en manger lui aussi. Et quand il n'y a rien pratiquement, je vais vous raconter une anecdote de lui-même. Quand il n'y a rien, qu'il n'y a personne pratiquement, il allait aux hommes de troupe. Et une fois, je vais rapidement aller pour ne pas clôturer, pour ne pas monopoliser quelques secondes. Écoutez, une fois, il disait qu'il n'y avait plus personne et il a vu les soldats de troupe. Donc c'est les non gradés de rien du tout, les a invités de venir manger avec lui. C'était à Pia. Les soldats ont mangé, ils étaient à l'honneur, ils ont mangé avec le président. Et un d'entre eux a roté fort et il dit, merci monsieur le président, maintenant nous allons aller diriger. Et Yadema dit qu'il a dit quoi? Et là, le soldat a répété, nous allons aller diriger. Et Yadema lui dit, mais écoute, ah tiens, il a compris. Il dit, on ne dit pas diriger, on dit digérer. Et nous, on avait rigolé. Donc pour dire que Yadema, c'était un homme de la guerre. Et là, je ne peux pas aller dans les dimensions, mais j'ai dit que, quoi qu'on dise, il reste gravé dans les mémoires des Togolais. Très bien. Et beaucoup de gens s'en souviendront toujours de ça. On vous a assez compris. Avant de donner la parole à Justin Anani, c'est vrai, il souffrait quand même qu'on ait permis ce témoignage autour de Yadema parce que c'est toujours, nous sommes toujours dans ces hommages. Et un message envoyé par un auditeur, Olympio est le père de tous les Togolais et Yadema aussi. Les deux fils peuvent se réconcilier, mais les Togolais doivent savoir la vérité pour blanchir. Et Yadema, je crois que c'est l'auteur du premier message qui est revenu. Un autre, bonjour, Yadema est un dictateur et au temps de Yadema, il n'y a pas de débat contradictoire et certains journalistes ont fait la prison à l'instar de Dimas. En tout cas, c'est Lucien qui a envoyé le message. Si on avait laissé le temps à Olympio, il pourra instituer la constitution dont parle Tchaniao, s'il vous plaît, c'est Kofi qui décrit. Voilà, sans commentaire, Justin. Non, on parlait de Yadema, je pense que ça va être un peu exhaustif parce que Yadema a régenté un système politique, a incarné toute une nation, tout un système qui est toujours là. Parler de Yadema aujourd'hui, peut-être je risque de fâcher les gens là où ils sont. Son fils est encore au pouvoir avec tout ce que nous connaissons, donc avec l'armée toujours qui régente la vie. Et je pense que parler de Yadema, et ceux qui l'ont connu, quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est un homme qui à un moment donné, par la force des choses s'est retrouvé dans l'histoire de ce pays, et tout comme tout Togolais.
il a dirigé le Togo de fer de main pendant plus de 38 ans. Il est décédé dans des conditions que les Togolais ne maîtrisent pas aujourd'hui, pas encore. Et que l'homme, c'est un dictateur pur et simple. Ça, il n'y a plus d'autres mots de le qualifier. Il a passé par tous les moyens pour renverser les ordres établis. Et qui, à mon sens, aussi n'est pas un nationaliste parce que c'est sous coupole de ces étrangers-là que le coup est passé. Après, il a revendiqué l'assassinat de Sylvanus Olympio. Et par après, il a dit non, c'est pas lui, et qu'il y a un autre Français qui s'appelle, c'est pas Sawyer ou c'est pas Moëtrier, voilà, qui a fait le coup. Et lorsque vous prenez l'homme, tout ce qui est essentiel dans sa vie, c'est son pouvoir, le pouvoir ou rien. Et il a passé par tous les moyens pour garder ce pouvoir-là jalousement jusqu'à la fin de sa vie. Il a dit également à ses enfants, lorsque vous laissez le pouvoir vous échapper, vous n'allez plus le retrouver jamais. Donc, cette leçon-là, je pense que ces enfants aussi l'ont apprise aujourd'hui. On voit tout ce qui se passe. Et il y a des membres d'un dictateur, je le dis, et c'est parce qu'il n'a pas voulu que les gens puissent quand même accompagner, apporter leur contribution pour que le Togo devienne un État moderne, un État démocratique, malgré les avantages, les ressources que nous avons. Sylvanus Olympio a fait un plan pour le Togo. Malheureusement, il a été assassiné. Mais depuis que Yadema est arrivé à la tête du Togo en 1967 jusqu'en 1980, où le monsieur a toujours gouverné sous ordonnance. Je pense que lorsque vous êtes un homme d'État, arrivé à un moment, il faut évoluer sur la base des textes qui régissent la nation. Ça n'a pas été fait, c'est pas sous ordonnance. Et que c'est par après que le monsieur s'est rendu compte qu'après avoir nettoyé la maison, fait chasser ses opposants à l'extérieur, nul n'a pas le droit de parler de son pouvoir. Si vous le faites, on vous tue sur le coup. On a eu à attendre beaucoup de choses. Étienne Yadema, dans un premier temps, Gnassingbé Yadema par après, ce Kabien. Et beaucoup ont décrié qu'en réalité, il n'est pas un vrai Kabien. Parce qu'après, il a trouvé ce nom Gnassingbé où les gens ont dit qu'il n'est pas le vrai Gnassingbé. Ça les ont dit. Oui, oui. Ça dit que on parle de l'historique. Lorsqu'on parle de l'histoire de quelque chose, on tient compte également des faits qui sont racontés. Donc c'est pour dire que Yadema en réalité n'a pas apporté grand-chose pour notre pays. Bien sûr, il a dirigé le Togo de fer de main. Pendant plus de 38 ans, il est décédé. Son fils a pris le pouvoir dans des circonstances rocambolesques que nous connaissons, nous avons encore aujourd'hui. Le système est en place. Tous sont là encore aujourd'hui. Yadema a su planter un système qui régente, qui domine la vie de toute la nation jusqu'à ce jour. Et sur cette base-là, on ne peut pas parler de l'alternance politique, on ne peut pas parler du respect. Et Yadema est ce monsieur-là qui n'a pas su respecter les textes de la République. Les accords sont signés un peu par là. Parole de militaire, il ne l'a jamais respecté. Accord de Lomé, il ne l'a jamais respecté. Les principes démocratiques même qui sont issus de la conférence nationale. C'est dans ce pays qu'on a ordonné aux forces armées d'aller arrêter les hauts conseillers de la République. Monseigneur Bodo Philippe a été tabassé à l'époque sous Yadema. Donc c'est à vous dire que c'est un dictateur, un dinosaure qui est là et qui fait passer pour de saint au niveau de la communauté internationale, qui fait organiser pratiquement tous les sommets ici au Togo. Et pour faire croire qu'aujourd'hui, au Togo, c'est pratiquement la Suisse de l'Afrique, il y a la paix, alors que la paix, en réalité, ce n'est qu'une perte de cimetière. Donc, Yadema, c'est quelqu'un qui a retardé énormément le Togo. Si on voudrait en parler, et je pense qu'on ne peut pas quand même terminer dans cette émission, mais je pense que nous on aura également d'autres occasions. C'est sûr, Yadema, que la jeunesse a été tellement manipulée. On a vu des moseurs de motion, des liseurs peut-être de motion. Ils sont encore là aujourd'hui, et qui, tantôt, on les retrouve dans des corporations qui, en réalité, ne favorise pas l'émergence, le développement de la nation. C'est sûr, Yadema. Donc Yadema, peut-être qu'il a son côté positif que mon ami Tchaniaou a relevé parce qu'il est bon, il fait tout, il donne l'argent aux gens. Si vous le soutenez, vous avez des millions. Si vous ne le soutenez pas, vous êtes opposant, vous chassez ou on vous élimine. C'est sûr, Yadema également lors de la transition, quand c'était David Bruce a été arrêté et puis aujourd'hui, personne ne sait où se trouve son corps. C'est sûr, Yadema que les législatives 94 ont été organisées et gagnées par une formation politique et l'un des militants a été arrêté et incendié. Donc Yadema, c'est quelqu'un qui, malheureusement, est arrivé dans la vie de cette nation par la force des choses, qui n'a pas apporté grand chose, mais aujourd'hui il n'est plus de ce monde. Et paix à son âme, mais je dis que Yadema a laissé vraiment des traces qu'il est aujourd'hui difficile maintenant de réparer malgré les richesses du Togo. Voilà, on a encore moins de 4 minutes dans cette émission, donc on va faire un dernier tour de table, mais ce sera avec le processus électoral. Comment vous trouvez Abbas, puisque l'opération de révision se poursuit dans la zone 2? Comment vous trouvez le processus? Je pense que la zone 2, ça va prendre fin le 9 prochain, dimanche le 9, lundi plutôt, le 9 février prochain. Et on pense que le processus est véritablement enclenché avec la sortie même de la Cour constitutionnelle qui a
situer les gens approximativement sur les dates de la tenue, de la convocation du corps électoral, donc du scrutin qui va se dérouler dans les tout prochains jours. Ce qui veut dire que tout est engagé et ce qu'il y a, c'est que tous les Togolais n'ont qu'à faire tout pour aller en âge de voter, pour aller voir s'ils sont vraiment inscrits sur la liste, et ceux qui n'ont pas été encore enrôlés, qui vont toujours se faire enrôler. On a relevé quelques couacs lors de ces révisions de liste électorale, parce que dans la zone 2, c'est la même chose aussi qui a été d'être constaté et que dans la zone 1. Donc il faut faire de telle sorte que tout cela soit réglo pour qu'on ne dise pas qu'on revienne dans une zone et élargir, bien jouer aux prolongations. Parce que tel que le ministre de l'administration territoriale a dit que si on fait aussi des prolongations, c'est de l'argent. Donc c'est le gouvernement qui est en train de financer ces élections. C'est maintenant que les Nations Unies, le système des Nations Unies sont en train de dire qu'ils vont aider le gouvernement à organiser aussi ces élections. Donc il faut faire de telle sorte que tout le monde puisse être enrôlé et que nul ne doit être lésé dans ces systèmes de révision de liste électorale. Voilà, El Hadj. Je crois que le niveau que le processus a atteint aujourd'hui, loin de moi d'aller dans le sens de ce que mon confrère Magna dit, pour moi, est une bonne leçon que les populations doivent tirer. Lorsque vous regardez ce qui se passe dans les états généraux, dans les états-majors de tous les partis politiques, y compris dans le camp des radicaux, de ceux-là qui avaient dit que s'il n'y a pas de réforme, il n'y aura pas élection. Lorsque vous voyez comment les gens affûtent leurs armes pour affronter cette élection, je crois qu'il faut comprendre que les Togolais doivent tirer la leçon pour connaître chaque politique de leur pays. Vous avez vu que depuis que nous avons commencé, pas seulement le seul processus, depuis toujours que le Togo a embrassé la voie de la démocratie, à chaque fois qu'il y a les élections, ceux qui se disent des radicaux ou qui sont de l'autre côté, qui veulent aussi arriver au pouvoir, ils inventent des choses. Il y a des choses toujours qu'ils créent. Entre-temps, c'était le bulletin unique. Entre-temps, il y a beaucoup de choses et après, les mêmes personnes reviennent courir derrière. Moi, je suis tout simplement surpris parce que je vois que ceux qui avaient dit que lorsqu'il n'y a pas de réforme, il n'y a rien, ils savent que les délais n'étaient pas possibles pour aller aux réformes. Ils jubilaient, ils criaient partout. Mais au même moment aujourd'hui, c'est eux qui courent plus sur le terrain pour aller à cette élection. Donc les Togolais peuvent maintenant tirer la leçon et savoir connaître leur politique. Cela, c'est important. Ça permettra de jouer les moments venus pour aller aux élections sur les gens qui sont corrects et qui sont faux. J'ai dit ici tout à l'heure que l'homme vrai, c'est celui qui applique effectivement ce qu'il pense, il le dit et il applique. Et là, c'est l'homme vrai, ça. Quand on n'est pas comme ça, on n'est pas cohérent envers soi-même. Pour tirer ma conclusion et dire à Justin que il y a des 38 ans, on ne peut pas régner dans un pays 38 ans sans rien faire. Comme on dit qu'il rien n'a été fait, il y a sûrement pour un être humain le côté bon, le côté négatif. Et si j'ai parlé d'Yadema, j'ai relevé quelques parties parce qu'il n'est pas là. On peut aussi se retrouver un jour pour parler de négation d'Yadema, comme de Justin, tout comme de moi. Nul n'est un être à 100%. On vous a compris, Justin. Le mal a essayé de prendre plus le pas sur le bien, qui n'a pas aidé le pays. C'est ce que moi je dis. Bon, par rapport à ce processus qui est lancé, je crois que il est bien vrai que lorsque vous analysez la situation, tout semble donner comme si le jeu est déjà pipé d'avance. Et lorsque certains disent que les résultats sont connus d'avance et qu'ils appellent la population boycott avec les discours, et puis nos confrères journalistes sont tellement mis dans ce lot-là qu'ils n'arrivent pas à clarifier la situation. Parce que moi je dis, lorsque vous êtes communicateur, il faut toujours interroger l'histoire. Interroger l'histoire, peut-être c'est une partie que Tchaniawa a relevée, mais il faut quand même faire observer que les Togolais ont boycotté, la classe politique togolaise a boycotté une élection dans ce pays. Il y a encore d'autres élections qui ont été boycottées. Je vais parler également de 1993,
où à un moment donné, M. Dem Kodjo a demandé, le Code 2 en son temps, a demandé à ce que le peuple ne participe à ces élections. Mais ça n'a pas empêché, il y a des membres dont on parlait tout à l'heure, de fabriquer ses opposants, notamment un certain Adani Ifé et Feu Jacques Amouzou, de se présenter, de l'accompagner. Et puis par après, on a crié garde, mais ce ne sont que des négociations, des discussions, et que par après, bon, il y a eu beaucoup, on a connu beaucoup de choses. Moi, je ne pense pas que, quel que soit ce à quoi on assiste aujourd'hui, qu'on puisse résigner. Résigner, ça voudrait dire quoi? Lorsque vous êtes en face d'une dictature, d'un système qui ne voudrait pas pratiquer les principes élémentaires en matière de droit, en matière démocratique, qui ne voudrait pas organiser des élections crédibles, je pense qu'il n'y a qu'un certain nombre de notions qui s'offrent pour l'alternance, pour le changement politique. Et s'il n'y a pas des bandits quelque part qui sortent pour essayer de renverser les tonnes, ou s'il n'y a pas peut-être une révolution ou des élections claires, c'est le peuple qui prend son destin en main, et le peuple burkinabé l'a montré. Maintenant, si aujourd'hui le pouvoir passe par tous les moyens, ne pas des réformes, je ne pense pas que lorsque vous êtes sincère envers vous-même, lorsque vous êtes opposant, vous avez intérêt à vous retrouver, à définir la stratégie par rapport à un rapport de force pour contrer le pouvoir opérer les réformes. Le pouvoir ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on demande à certains de boycotter. Comment voulez-vous boycotter et après vous allez faire quoi? Vous allez demander à la communauté internationale de sanctionner celui qui s'est présenté, qui se réclame maintenant gagnant, alors que vous n'avez pas participé à ces élections. Vous n'avez pas les procès verbaux. Mais je ne pense pas. Il faut aller sur le terrain dont le monsieur voudrait jouer le jeu. Et dans ce moment-là, vous allez marquer à la culotte et au finish, on verra qui a gagné, qui n'a pas gagné. Au demeurant, vous pouvez revendiquer, demander à la population de prendre son destin en main. Voilà, c'est là où moi je dis que ceux-là qui sont des opposants aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on appelle l'équilibre comportemental. Ceux qui jouent le trouble jeu, qui faussent les données, je pense pas que c'est une très bonne chose. Très bien, on vous a assez. Publicité. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de notre rencontre de ce vendredi. Bon week-end ou bon début de week-end à vous toutes et à vous tous. On se retrouve lundi, toujours même plateau, même émission. Au revoir.